Amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous vous présentons une nouveauté aux éditions Perspective Libre, une édition du Cercle Aristote, le Nietzsche et l'Europe de notre ami Pierre Le Vigan. Pierre Le Vigan, vous le connaissez, c'est un ami et compagnon de route du Cercle, déjà auteur chez nous du Grand Empêchement, un grand ouvrage de critique du libéralisme que vous pouvez toujours trouver évidemment dans la librairie du Cercle Aristote. Et il nous revient avec un ouvrage, sur Nietzsche et l'Europe, puisque Pierre est versé en philosophie, pas uniquement d'ailleurs, parce que tu as beaucoup écrit sur les pathologies sociales dans tes différents ouvrages. Tu as écrit également sur la ville, que c'est ton domaine d'études premier. Et je tiens également à souligner, même s'il fera l'objet d'une vidéo dédiée, spécialement, que tu as sorti un très bel ouvrage, Comprendre les philosophes, qui reprend différents de tes portraits de philosophes, différents portraits de philosophes que tu as écrits au fil des années et qui est publié chez Dualpha. Mais il fera l'objet d'une vidéo dédiée. C'est un très beau livre et je tenais à le souligner. Et donc là, ce Nietzsche et l'Europe, parce qu'il y a il y a ce que j'appellerais une manie nietzschéenne. C'est-à-dire que dans certains milieux, de droite particulièrement, mais de gauche aussi, mais c'est pas le même Nietzsche, puisque chacun a son Nietzsche en fait. Et dès qu'on a un problème à penser, on ressort Nietzsche. En réalité, c'est le penseur qu'on sort au pied du mur. Bon, c'est le nietzschéisme de gauche, qui a été une grande savonnette à vilain dans l'après-guerre, puis un outil mandarinal dans les mains de Deleuze, maintenant un outil commercial, et le nietzschéisme de droite il y a à peu près une vague nietzschéenne tous les 10 ans, à peu près. Et évidemment, au Nietzsche décadentiste des uns répond le Nietzsche identitaire des autres, et en réalité, tout ceci est assez loin du Nietzsche philosophe. Et donc, tant qu'à traiter le sujet, autant demander à quelqu'un qui s'y connaît. Et on voulait justement que tu présentes cela à travers ton livre. Et maintenant, je te laisse la parole pour ce Nietzsche et l'Europe. À toi, Pierre. Oui, bonjour, cher Pierre-Yves, et bonjour aux amis du Cercle Aristote. Effectivement, j'ai voulu balayer quelques idées reçues et quelques idées faciles qui tournent notamment autour de cette formule, le bon européen, être un bon européen. Et effectivement, l'interprétation la plus courante, c'est qu'être un bon européen, eh bien, c'est être arc-bouté sur une identité européenne qui, entre parenthèses, reste à définir, et être en gros, dans les termes des débats actuels, être un identitaire européen. Hein, voilà. Et être d'ailleurs européen avant d'être français, européen avant d'être allemand, européen avant d'être italien, européen avant d'être danois, etc. Bon, j'explique que les choses sont infiniment plus complexes que ça et que même si Nietzsche a dit parfois des choses contradictoires, il n'a pas dit pour autant n'importe quoi et on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Il y a certes, comme dans tout penseur important, comme chez tout penseur important, il y a des balancements, il y a des mouvements, il y a un rythme qui est un peu comme le rythme d'un marcheur, pied droit, pied gauche chez Nietzsche. Pour autant, il n'a pas dit n'importe quoi. Donc, autant Nietzsche n'est pas de gauche, autant en même temps, il n'est pas nazi ni nazifiable sérieusement, et il n'est pas non plus réductible à une certaine extrême droite identitaire. Alors en fait, ce que Nietzsche entend par Europe, c'est quelque chose qu'il aime beaucoup
en tant qu'elle est diverse, en tant qu'elle est profondément diverse. Et ce qui inquiète Nietzsche, c'est que peut-être irions-nous vers un mouvement d'unification de l'Europe, mais ce mouvement paraît à Nietzsche dramatique parce que cette unification se ferait sous la forme d'une uniformisation par le triomphe de ce qu'il appelle les valeurs démocratiques, c'est-à-dire d'abord les valeurs d'égalité, puis ensuite les valeurs d'égalité qu'il rattache au christianisme, ensuite, après l'égalité devant la loi, les valeurs du socialisme qui pour lui sont en fait une sorte de rabaissement de l'aristocratie vers les valeurs matérielles les plus basses et qui peuvent être mises en commun. Donc voilà, l'Europe pour Nietzsche, elle est intéressante si elle est diverse, elle est très inquiétante si elle s'unifie, parce que pour Nietzsche, s'unifier, c'est s'uniformiser. Il fait même une remarque sur la mode. Il critique l'habit gris des fonctionnaires, ou l'habit noir d'ailleurs, parfois, des fonctionnaires de son époque, bien entendu, en des termes que l'on trouve aussi chez Baudelaire, hein, l'habit nécessaire de notre époque souffrante. Là, la formule n'est pas de Nietzsche, mais elle est de Baudelaire. Et Nietzsche s'exprime en termes proches sur l'uniformisation, rapetissement des élites, et notamment des professions intellectuelles. Alors, quand il parle des professions intellectuelles, c'est assez méprisant. Hein. Ce ne sont pas les grands penseurs, ce n'est pas Heine, ce n'est pas Schiller, c'est pas Montaigne que Nietzsche aimait énormément. Quand il parle des professions intellectuelles, ce sont les administrateurs de bureaux, en quelque sorte. Hein. Voilà. Ce sont les demi-intellectuels, comme disait Raymond Aron. Donc voilà cette vision que Nietzsche a de l'Europe. Il considère que le meilleur dans l'Europe, c'est la source grecque. Il ajoute souvent aussi l'Ancien Testament. Il y a un réel intérêt chez Nietzsche pour l'Ancien Testament et un rapport complexe au judaïsme, puisqu'il considère que ce que le judaïsme a produit de mieux, c'est le Christ, donc c'est finalement un post-judaïsme, hein, incontestablement, c'est la sortie du judaïsme de lui-même. Il considère que la grandeur du judaïsme en tant que source de l'Europe, pour lui, c'est de toute façon une des sources de l'Europe. C'est sa vocation sacerdotale, mais en même temps, il accuse le judaïsme d'être à l'origine d'une certaine idéologie du ressentiment. Quoi qu'il en soit, il considère que ce que le judaïsme a fait de mieux, c'est la figure du Christ, mais il n'assimile aucunement la figure du Christ au christianisme. Donc, ce qui évidemment, ça fait partie des subtilités de Nietzsche. Voilà. Voilà donc à peu près l'essentiel. Je dirais deux choses sur l'Europe. Il considère donc qu'elle est menacée par l'uniformité, mais qu'elle est aussi menacée par un nationalisme, par les nationalismes en général, mais surtout, il est très clair là-dessus, par le nationalisme allemand. Il faut savoir que Nietzsche se sent très peu allemand. Il écrit quelque part, il est temps que je revienne à la vie en tant que Français. Voilà, il est temps que je renaisse en tant que Français. Il se sent très peu allemand, il est souvent pris pour un slave, pour un homme de l'Est de l'Europe, en quelque sorte. Voilà. Donc, ça fait partie du paradoxe de Nietzsche. Et de fait, on constatera que beaucoup de Slaves, beaucoup de Russes, beaucoup de Polonais aussi, se sont éminemment intéressés à Nietzsche. Juste deux questions pour toi là-dedans, justement. C'est comment... Alors, bon, il y a le fameux... Le problème de Nietzsche, c'est que c'est un penseur à la fois à aphorisme et un penseur à antisystème. C'est-à-dire, si tu veux, c'est justement pour ça qu'on peut distordre sa pensée. Tu vois, on peut critiquer le système de Kant, on ne peut pas tout lui faire dire, parce que c'est un système fermé. Même chose chez le Hegel de la maturité. Chez le jeune Hegel, c'est plus compliqué. Or, le problème, c'est comment on en est arrivé. Alors, il y a le fameux épisode de la canne de Nietzsche, etc. Mais ça, c'est quand même des choses qui ont été démontées historiographiquement. Comment on arrive, à partir de la réalité des textes que tu
que tu expliques comment on est arrivé spécifiquement à droite. Tu vois, le nietzschéisme de gauche, c'est une escroquerie. Notre ami Norman Palma a lourdement payé de l'avoir critiqué chez Deleuze, il a lourdement payé universitairement, mais c'était une escroquerie qui était liée à des réseaux de pouvoir. Tu vois, c'est dans l'après-guerre. Bon. D'abord, il fallait que Nietzsche serve à sortir des intellectuels qui avaient flirté avec le fascisme, leur rendre une virginité de gauche. C'est chez Bataille, c'est chez Blanchot, et ensuite ça va être repris par Deleuze et ce qu'on appelle les Nietzschéens de gauche. Tu vas avoir le mouvement des anti-Nietzschéens, le fameux « Pourquoi nous ne sommes pas Nietzschéens » qui a embrassé tous les droits de l'hommisme de l'époque, dont Luc Ferry. Bon. Là, on est dans les années 90, avec des gens très chancelants d'ailleurs. Je pense à Taguieff, qui est passé d'une redécouverte de Nietzsche à l'autre en 20 ans. Mais comment ça se fait qu'à partir des textes, on a pu maintenir Nietzsche comme un penseur qu'est-ce qui fait que l'extrême droite s'est jetée sur ces mecs-là pour en faire un penseur européiste, ce qu'il n'est pas, pour en faire un penseur disons, de l'Europe post-collaborationniste, ce qu'il n'est pas. De toute façon, ce n'est pas son monde. Il va mourir bien avant. Si tu veux, comment on en est arrivé là? Tu vois, parce qu'en plus, si tu veux, c'est de l'appropriation par des gens qui n'ont aucun pouvoir, ni universitaire, ni quoi que ce soit. Pourquoi tous les 10 ans, la droite se ressort un nietzschéisme qui d'ailleurs n'évolue jamais? C'est toujours le même. C'est le bon européen, le surhomme, le ressentiment. Si tu veux, c'est les mêmes notions qui reviennent tous les 10 ans. Comment tu l'expliques, ça? Ou peut-être que je fais une erreur de parallaxe, que ça ne se passe pas comme ça, mais moi, je le vois comme ça. Alors, ce que tu as souligné à juste titre, déjà, c'est qu'effectivement, Nietzsche est systématiquement anti-système, non pas au sens polémique actuel, bien entendu, mais hostile au système philosophique. Mais finalement, c'est une autre forme de système, parce que le fait d'être systématiquement anti-système, c'est un système. En vérité, si on veut bien comprendre Nietzsche, alors il y a un point commun avec Heidegger, malgré leurs énormes différences, c'est le côté forage. C'est-à-dire qu'il faut penser aux mineurs. C'est-à-dire que la méthode de Nietzsche, c'est d'enlever les pelletées de terre superficielles et de voir ce qu'on trouve à 40 cm et à 1 mètre de profondeur, voire plus profond. Nietzsche, c'est Jules Verne, c'est le voyage au centre de la Terre. Donc ça, c'est la méthode de Nietzsche. Et c'est vrai que si on oublie cet aspect, on ne comprend rien. Après, ensuite, il y a des contradictions objectives chez Nietzsche. Alors, d'une part, il y en a qui viennent de la contradiction qui peut exister entre les textes publiés de son vivant et les textes posthumes. Alors, les textes posthumes, on a bien sûr parlé à juste titre des manipulations de sa sœur. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle a tout inventé, certainement pas, mais il y a des façons de mettre en page les choses qui évidemment, peuvent être discutables. Ensuite, il y a des vraies contradictions chez Nietzsche. Par exemple, Nietzsche était très intéressé par Charles Ferré, qui est un médecin des années 1820-1880. Charles Ferré établissait des typologies de ce qu'il appelait les dégénérés sociaux. Les dégénérés sociaux, c'était aussi bien les meurtriers, les bandits de grand chemin, les gens qui faisaient chauffer les pieds des grands-mères avec un feu de bois pour qu'elles disent où elles avaient caché leurs économies, que tout simplement les névrosés. On serait tenté de dire les névrosés, comme Nietzsche lui-même et comme beaucoup d'entre nous, parce que la névrose, c'est quand même quelque chose de plus répandu que les bandits de grand chemin, et les grands assassins, les Lassner, etc. Et donc, dans certains textes, Nietzsche semble suivre ce Charles Ferré, qui l'a beaucoup influencé, et puis dans d'autres textes, il fait la différence très nette entre, par exemple, les révoltés, côté politique, qui pour lui ne sont pas des dégénérés, sont des gens qui finalement relèvent du nihilisme actif, c'est-à-dire qu'ils veulent tuer ce qui leur paraît bas et médiocre, par exemple les nihilistes russes,
les révolutionnaires russes, les nihilistes russes, les révolutionnaires russes, c'est très proche, et les vrais dégénérés, ceux qui manquent de la volonté de vivre, du goût de vivre. Donc il y a des vraies contradictions chez Nietzsche. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la perspective d'une unification de l'Europe que Nietzsche pense comme irrésistible, sans doute comme une sorte de destin historique, ce qu'il dit, c'est que chaque pays va devenir un canton, une sorte de grand machin administré. Alors administré soit par le nationalisme allemand, soit éventuellement par le nationalisme français, alors qu'il considère un peu comme il parle du nationalisme français qu'il a connu, c'est-à-dire celui d'après 1870-71, avec le traumatisme de la défaite de 70. Et pour lui, c'est un nationalisme sec, un petit peu comme le nationalisme allemand, et il ne trouve pas ce nationalisme sympathique. Par contre, ce que Nietzsche apprécie, c'est en quelque sorte les grandes entreprises impériales qui peuvent toucher l'Europe, mais qui peuvent toucher bien d'autres choses, comme celle d'Alexandre le Grand, ou comme celle de l'Empire romain, mais plus encore comme celle de Napoléon. Alors là-dessus, il faut bien reconnaître que Nietzsche n'est absolument pas un analyste serein comme Jacques Bainville, comme bien d'autres. Déjà, il ne voit pas que l'entreprise napoléonienne ne pouvait pas durer et que c'est presque un miracle, si je puis dire, ou un désastre, ça dépend comment on voit les choses, qu'elle ait quand même duré en gros 10 ans, de 1804 à 1814, ensuite la parenthèse des 100 jours. Donc, Nietzsche ne comprend pas ça, contrairement d'ailleurs à d'autres Allemands comme Friedrich Sieberg, plus lucide, ou le grand historien de Napoléon, Émile Ludwig, par exemple, très bon historien, très objectif, pas du tout napoléonolâtre, qui, comment dire, explique l'irréalisme de l'entreprise napoléonienne. Et c'est vrai que l'apologie que Nietzsche fait de Napoléon, d'un point de vue historiographique, n'est pas tenable. Mais Nietzsche est fasciné par ce genre de figure historique qu'il met du même côté que d'ailleurs des figures artistiques comme Beethoven ou des figures littéraires comme Stendhal, Heine, etc. Donc ça, c'est quand même le gros paradoxe de Nietzsche. Et d'ailleurs, je termine juste ce petit passage par cette notation. Où les grands écrivains, j'aurais pu aussi citer Balzac. Or, il y a eu plein de livres assimilant Balzac à Napoléon. Des livres qui s'appelaient Napoléon Balzac, etc. Je crois que c'est un livre de Saint-Paulien. Voilà. En fait, Nietzsche aime les géants de la littérature, les géants de la musique, mais aussi les géants de l'histoire. Il ne se rend pas compte que la logique n'est pas la même, le terrain n'est pas le même, et que surtout, il ne voit pas une chose presque un peu sidérante, l'aveuglement de Nietzsche. Il est à la fois hypervoyant et malvoyant, Nietzsche. Il ne voit pas que Napoléon, c'est un personnage grandiose, je suis passionné de Napoléon, il ne voit pas que Napoléon, c'est quand même fondé sur la morale du troupeau. Justement, là, je viens à ma dernière question. Si tu veux, on n'a pas comment dire. Là, tu as soulevé un point qui explique bien des choses, c'est la nostalgie impériale. Le problème, si tu veux, c'est qu'au-delà du fait que politiquement parlant, l'idée d'empire est périmée, ça fait quand même 1000 ans qu'on essaye de refaire l'empire romain avec des échecs retentissants et des échecs parfois meurtriers. Le dernier en date, c'est l'impérialisme allemand. Si tu veux, qui a tué la dernière fois, rien que la dernière fois, je ne parle même pas de la Première Guerre, 50 millions de gens majoritairement nés en Europe, dont 20 millions de jeunes soviétiques. Bon, donc c'est comme désastre. Or, le problème, c'est que Nietzsche, c'est très drôle d'ailleurs, et ce que tu sembles dire, et à raison, c'est qu'en fait, Nietzsche incarne les limites de l'idée impériale. En réalité, l'idée impériale en Occident, c'est une idée esthétique, profondément. D'ailleurs, Bainville
dans le jugement très dur qu'il porte sur Bonaparte, le souligne. Sauf pour la gloire, sauf pour l'art, il eût mieux valu qu'il n'eût pas existé. Voilà, dans Sauf son pour la Napoléon. gloire, sauf pour l'art. Or, et si tu veux, c'est donc cette esthétique qui fait renaître Nietzsche, de là d'ailleurs à trahir sa pensée à intervalles réguliers. Tu vois, alors que le plus intéressant chez Nietzsche, c'est la lecture que je ne qualifierais pas de souverainiste, puisque Nietzsche n'est pas, si tu veux, Nietzsche est un auteur qui peut être lu politiquement, mais qui n'a pas, je pense, de lui-même une lecture politique. Sur ce point, je le mettrais sur le même point que Guénon. Tu vois, Guénon a une lecture politique. Des gens comme Jean Anny ont des lectures très inspirées politiques de Guénon. Mais chez Guénon, la politique n'est pas autonome, si tu veux. C'est pas, il n'a pas voulu penser la politique. La politique est une incidente de sa pensée. Je pense que Nietzsche est un peu pareil, si tu veux. Et le problème, c'est ce qu'il y a de plus intéressant chez Nietzsche, et ça tu le soulignes très bien, d'ailleurs j'ai rarement entendu quelqu'un le souligner comme tu le fais, c'est qu'en réalité, ce qui va tuer l'Europe, c'est le fait de devenir une province intégrée. C'est ça qui va tuer l'Europe. Et ce qui est très drôle d'ailleurs, parce que si tu prends ce raisonnement-là, et qui date quand même d'un siècle, presque un siècle et demi. 1880, 1890, oui, tout à fait. Aujourd'hui, tu as deux observations intellectuelles majeures, celle des historiens et des historiens de la pensée. Je pense particulièrement à notre ami Bernard Bourdin, qui avait préfacé Le Grand Empêchement, quand il disait en fait l'Europe, d'un point de vue métahistorique, a déjà été défaite quand vous avez fait l'Union européenne, parce que ce qui faisait l'Europe, ça n'a pas toujours été, historiquement j'entends. L'Europe succède à la chrétienté. C'est quoi l'Europe ? L'Europe, c'est une dynamique de royaumes combattants qui sont en état, parce qu'ils sont en état de se faire la guerre, sont en état de développement constant pour éviter d'être conquis les uns par les autres. Bon. C'est un état d'émulation constant. Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émulation, il n'y a plus de volonté de vivre. La plupart des États européens n'ont même pas de volonté, je te dirais même pas qu'ils n'ont pas d'armée, ils n'ont même pas de la volonté d'en avoir. Donc, si tu veux, et si tu leur enlèves les immigrations, je pense à la Bundeswehr particulièrement, t'enlèves les Turcs, de toute façon, il n'y a même pas de recrutement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de volonté. Tu as une armée de recrutement autochtone, tu as l'armée française, tu as l'armée britannique, tu as les Grecs à cause de la pression turque constante, et tu as les Polonais par leur obsession anti-russe. Un peu les Espagnols, un peu les Italiens, qui ont de bons outils de défense, mais des outils de défense qui s'amenuisent petit à petit. Tu vois, donc si tu veux, tu n'as plus cette émulation-là, et pour certains, tu n'as plus de volonté de vivre sèche. De l'autre côté, tu as les théoriciens économiques, je pense à Rachfus Reinert, le fils d'Éric Reinert, qui a écrit un ouvrage magnifique sur l'histoire de l'Europe, qui s'appelle justement Empire en compétition, que nous essayons de faire traduire et qui n'a pas encore été traduit, où il dit c'est simple, vous retirez l'émulation à l'Europe, comme si vous retiriez l'émulation en Asie actuellement, vous détruiriez l'Asie. Vous l'avez fait en Europe, vous avez détruit l'Europe. Et d'un côté, c'est ça qui est le plus passionnant chez Nietzsche, c'est un homme qui prévoit ce qu'un écrivain français, mais je me rappelle jamais qui c'est, je me demande si c'est pas Monterland. Non, c'est Paul Morand qui avait dit de toute façon l'Europe elle finira gouvernée par une commission américaine. Point. Et si tu veux, d'un côté la préscience de Nietzsche, c'est ça. La seule vraie préscience de Nietzsche, c'est ça. Alors effectivement, ce que tu dis, Pierre-Yves, renvoie un peu à la question de la grande politique. À un moment donné, Nietzsche s'interroge sur ce qu'est l'Europe.
Et évidemment, il n'échappe pas à la question, les États-Unis sont-ils l'Europe? En tout cas, c'est incontestablement une excroissance de l'Europe. Et il a tendance à dire, oui, les États-Unis sont l'Europe, mais pour notre malheur, puisque finalement, ils sont notre avenir, ils sont notre demain. Et ça, du coup, c'est l'idée d'Europe comme identification à l'Occident. Alors, du coup, ça a été les États-Unis à l'époque de Nietzsche, c'était plutôt à l'époque encore Boston. Après, ça a été la Californie. Ensuite, le Japon, la Chine. Et en quelque sorte, l'Occident nous revient sur l'Europe pour écraser l'Europe comme un boomerang. Et Nietzsche dit, alors on a une solution, considérer effectivement que les États-Unis sont l'Europe. À ce moment-là, on est finalement dans le registre de la puissance et de la quantité. Alors, du coup, si on prend l'Europe comme, au sens géographique, comme le continent européen, il nous reste à construire une Europe qui soit aussi forte en termes quantitatifs que d'un côté les États-Unis, de l'autre côté la Russie, parce qu'il met la Russie en dehors de l'Europe. À un moment donné, Nietzsche évoque aussi comme élément de la grande politique le bonheur que serait pour l'Europe de se confronter à la Russie. Alors là, il tient des propos qui sont, pour ma part, à l'inverse de mes souhaits. Il dit que ça serait formidable, une confrontation entre les pays européens et la Russie, car cela obligerait les pays d'Europe à s'unir. Alors là, pour le coup, sur ce passage-là, il est quasiment européiste, sur ce passage-là. Mais alors européiste d'une façon réactive, c'est-à-dire qu'il pense en fait qu'un ennemi de l'Europe devrait aider l'Europe à s'unir, et cet ennemi de l'Europe, il ne le voit pas du côté des États-Unis, contrairement à ce qu'a dit un peu plus tard Mitterrand. Vous savez, nous autres, en Europe, nous sommes en guerre contre les États-Unis d'Amérique. Mais non, pour Nietzsche, c'est l'antirussisme. Alors, il faut reconnaître que l'antirussisme était extrêmement développé, y compris chez quelques propos de Marx. Mais aussi bien Marx que Nietzsche sont des grands penseurs, donc ils se sont parfois corrigés eux-mêmes. Mais c'est vrai qu'il y a des propos anti-russes chez Nietzsche que je trouve d'une rare bêtise, hein, il faut bien le dire, espérant, sous le nom de grande politique, espérant une confrontation avec le monde slave, avec ce qu'il appelle quasiment la barbarie slave. Je pense que ça renvoie alors, à une erreur d'interprétation, mais aussi à une interprétation anthropologique du monde slave qui est caricaturale, mais évidemment, dans le schéma de Nietzsche, ça peut faire partie d'un des bâtons du schéma, hein, d'un des idéogrammes, si je puis dire, de la pensée de Nietzsche. Nietzsche oppose toujours Apollon et Dionysos. Dionysos, c'est la profondeur, ce sont les forces vitales. Et Apollon, c'est celui qui ordonne les forces vitales. Et je pense que Nietzsche considère que finalement, le monde slave, c'est Dionysos, c'est-à-dire les forces vitales, certes, mais désordonnées. Et que le monde européen, et peut-être d'ailleurs plus la France que l'Allemagne, ça serait la capacité, avec Montaigne, avec Chamfort, avec La Rochefoucauld, d'ordonner le désordre. Donc Apollon maîtrisant Dionysos sans tuer Dionysos, entendons-nous bien, sans tuer Dionysos. D'où ce passage que je cite dans mon ouvrage, où Nietzsche envisage comme un bonheur que l'Europe s'unisse face à la Russie. Alors qu'à d'autres moments, il explique que justement l'unité de l'Europe, ça serait des cantons monotones. Donc là, Nietzsche est tout simplement en contradiction avec lui-même. Alors, comme toujours chez Nietzsche, et un peu chez Marx d'ailleurs, dans un autre registre, il y a parfois la tentation de dépasser ces contradictions, mais il y a aussi, à un moment donné, l'impossibilité de les dépasser, d'où la folie de Nietzsche quand il embrasse un cheval, etc. Bon, d'où la folie. Et le tragique de Nietzsche, c'est qu'à un moment donné, ces contradictions n'étaient pas résolvables. Ce que je dirais simplement par rapport aux interprétations niaises du surhumanisme, c'est un de ces passages où il critique l'interprétation, notamment l'interprétation antisémite de sa pensée, et où il explique que le surhumanisme ce n'est en aucun cas l'homme divin.
Donc, ce n'est en aucun cas l'homme divin. Ce n'est pas l'homme qui prend la place de Dieu, le surhumanisme. C'est l'homme qui essaye de s'élever au-dessus de ses faiblesses, mais ce n'est pas l'homme qui se prend pour Dieu. Ça, c'est, je pense, une interprétation pertinente que Nietzsche nous donne lui-même de son Zarathustra. Donc, c'est en réalité l'homme nietzschéen, et c'est là où c'est dramatique. C'est là où c'est dramatique, c'est qu'on est en face, c'est très drôle d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui on voit renaître la volonté, pour reprendre un essayiste que je n'ai pas encore critiqué mais dont je apprécie assez peu la pensée, l'homo deus. Bon. Qui est vulgarisé par des gens qui vont au maximum de ce que Steve Jobs était à la fin de sa vie et au minimum Laurent Alexandre. Donc, Sic Transit Gloria Mundi. Mais si tu veux, aujourd'hui, ce qui est très drôle, c'est que le Roland de l'homme Dieu qui a été alternativement un radicalisme des Lumières avant de passer dans ce que j'appellerais un radicalisme technicien, ce qu'il fait passer à droite. Tu vois, c'est chez Junger, c'est dans l'avant-garde fasciste, etc. Oui, les frères Junger, d'ailleurs, puisque c'est plutôt Friedrich Georg, son frère, le frère d'Ernst, qui a travaillé sur la démonie de la technique, le règne des titans. Tout à fait. De manière incontestablement intéressante, qui a été reprise. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. C'est évidemment intéressant. Le problème, c'est que c'est très drôle, et c'est là où on voit l'effondrement des connaissances en termes d'histoire des idées. C'est que la manière dont est présenté l'homo deus aujourd'hui, elle n'est pas nietzschéenne, elle est post-fasciste au sens strict. C'est qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'une partie des délires du transhumanisme actuel ne se rendent pas compte qu'ils ont une assonance complète avec, entre autres, avec le fascisme. Ils s'en rendent à peine compte. Le thème de l'homme nouveau était alors typique de l'Italie mussolinienne. Alors en Allemagne nazie, ça prenait une autre forme. C'est en fait l'homme nouveau, c'était plutôt l'homme très ancien enfin retrouvé. Oui, c'est l'obsession mythique, d'ailleurs, mythique, d'une origine pure. Tout à fait. Voilà. Alors que les origines ne sont ni pures ni impures. C'est le chaos primordial. Les Grecs appelaient ça la chora. C'est pas une question de pureté, c'est une question de bouillonnement. Voilà, c'est comme parler de ce qui bouillonne au fond d'un cratère en se posant la question, est-ce que c'est pur ou est-ce que c'est impur? C'est pas la question. C'est vivant, par contre, incontestablement. Une origine, c'est ce qui fait encore source. Par définition, elle est vivante. Mais espérer qu'elle soit pure n'a strictement aucun sens. La question de la pureté et de l'impureté n'a aucun sens. D'ailleurs, là-dessus, sur le métissage, Nietzsche était relativement intéressant puisqu'il ne le condamnait pas. Il disait c'est ni une panacée en soi. Ça peut, disons, même, ça peut être dangereux pour des gens peu structurés qui ne réussissent pas à mettre en œuvre cette difficulté consistant à coaguler des différences, mais ça peut donner au contraire des êtres exceptionnels en qualité humaine s'ils réussissent au contraire à coaguler ces différences pour en faire quelque chose de neuf, de novateur, et qui prennent ce qu'il y a de plus riche dans les deux traditions qu'ils ont fait converger en quelque sorte. Donc il avait un point de vue tout à fait nuancé, qui n'était ni apologétique, ni le moins du monde critique et racialiste, aucunement racialiste. Donc c'est vrai que là-dessus, Nietzsche était incontestablement pertinent. Je reviendrai un peu sur l'Europe. À un moment donné, il évoque aussi une autre Europe possible que celle qui rivaliserait avec le quantitativisme américain et avec ce qu'il pensait être, peut-être à tort, le quantitativisme russe, qui n'est pourtant pas soviétique à l'époque. Oui, mais si tu me permets juste cette incise,
c'est là où on voit aussi, et d'ailleurs, on est tout à fait disons, légitime à parler de ça, vu que Nietzsche est aussi un penseur de l'affect. C'est là où on voit la difficulté identitaire d'un personnage qui est profondément un slave de culture allemande. Tout à fait. Mais un slave de cette zone, il ne faut pas oublier qu'il est de cette zone de l'Europe où, quand bien même on est slavisé, on n'est pas nécessairement pro-russe, loin de là. Et qu'en réalité, c'est Il tout était même très anti-russe. très anti-russe. C'est si tu veux, c'est toute la, c'est toutes les, comment dire, c'est toute l'idiosacrasie de la Mitteleuropa, cet homme, avec toutes les tortures qu'on voit encore aujourd'hui sur ces questions-là. Je me permets juste cette incise. Oui, oui, c'est une très très bonne remarque. Oui, alors je disais, dans les conceptions de l'Europe que Nietzsche envisage parfois, alors il y aurait une Europe qui resterait plurielle et qui justement refuserait le règne de la quantité. Une Europe qui justement n'essaierait pas de rivaliser sur le terrain de la puissance matérielle avec les États-Unis et la Russie, mais essaierait d'être une nouvelle Grèce. Alors ça, je pense que l'intérêt de cette perspective, il est de montrer effectivement la difficulté qui est la nôtre, hein, en quelque sorte. Nous voulons que l'Europe reste plurielle, nous ne voulons pas qu'elle soit uniformisée, bureaucratisée encore moins. Nous voulons à la fois qu'elle soit puissante, c'est-à-dire que les nations d'Europe puissent exister dans le jeu mondial face aux États-Unis d'Amérique, que nous ne soyons pas non plus satellisés par la Russie, ce qui n'est pas le risque principal actuellement, et en même temps, nous voudrions une civilisation qui soit en un sens post-productiviste, post-quantitativiste, c'est-à-dire une civilisation de la qualité. Et c'est vrai que ça, c'est un petit peu notre problème, parce qu'à partir du moment où il ne suffit pas de dire qu'on ne veut pas rivaliser avec les puissances, les grandes puissances économiques sur le terrain de la puissance économique, il y a aussi des choses qui se font automatiquement. Que ça nous plaise ou non, nous sommes en rivalité économique avec les États-Unis et à certains égards avec la Chine, que ça nous plaise ou non. Donc il ne suffit pas de dire nous visons le qualitatif, nous visons une certaine qualité de vie pour ne pas être confrontés à des défis qui se posent objectivement. C'est-à-dire que nous pouvons bien subjectivement nous voir comme des hommes en Europe producteurs d'art, c'est ce que souhaite Nietzsche. Donc, on peut très bien avoir une telle subjectivité, il n'empêche que le défi objectif de certaines puissances économiques, il est bel et bien là. Donc ça, c'est une difficulté qu'il nous faut résoudre. Ne pas subir les impérialismes, je pense essentiellement à l'impérialisme du dollar, qui certes est un peu fragilisé, mais qui existe encore, ne pas subir les impérialismes économiques, mais néanmoins ne pas être aussi américain que les Américains pour résister aux Américains. C'est un peu ça une des questions qui se posent et qu'entrevoit peut-être Nietzsche. Et si tu veux, c'est très drôle parce que nous, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup au Cercle Aristote. C'est moi, si tu veux, j'ai la réputation d'être très ouvert à toute l'intelligentsia du moment qu'elle soit nationale ou nationalisable. C'est-à-dire que pour moi, une partie de la gauche alternative, quand bien même ne ressent-elle pas la nation, a des idées qui sont utiles pour la nation. Et le jour où elle comprendra que ces idées ne peuvent aller que dans un cadre national, elle aura fait un grand pas en avant. Et une partie est en train de le faire. Mais ce que je fais remarquer à des camarades à moi qui sont collapsologues pour certains, écologie profonde pour d'autres, je leur dis, vous n'avez pas tort. Vous voulez du moins et du mieux. Je peux l'entendre. Moi, j'ai beaucoup aimé L'âge des limites de Serge Latouche, par exemple. Le problème, c'est que pour vous, ça implique de renoncer à la puissance. Je vous dirais à l'inverse. De faire de la France un petit paradis tant que vous voulez. Mais un petit paradis, ça attire les convoitises. Et plus vous aurez justement cette vie qualitative, plus vous serez menacé.
pas par pas par le règne de la quantité en soi, mais par le règne de ce que la quantité permet. Le règne de la quantité, c'est de pouvoir justement ruiner quelqu'un qui a un type de vie différent du vôtre parce que tout simplement, il n'est pas capable de mettre autant de moyens dans votre destruction. On va se parler franchement. Pourquoi Kim Jong-un, qui a, là par contre, c'est pas de la vie qualitative, mais c'est une vie alternative, totalement critiquable, mais ça leur appartient. Mais pourquoi lui est-il encore en vie quand Kadhafi ne l'est pas, qui avait lui une autre singularité, la Jamaïa libyenne, mine de rien, c'était le plus haut niveau de vie de toute l'Afrique. Le plus haut niveau de scolarisation des femmes en études supérieures universitaires. C'est que quand Kadhafi a commencé à ironiser sur le dinar or, il n'avait pas nucléarisé son territoire. Les Nord-Coréens, oui, ou du moins, ils ont dit à tout le monde qu'ils le faisaient. Ça suffit pour éviter les ennuis. Kadhafi, on voit où ça l'a envoyé, tu vois. Donc, si tu veux, la vie qualitative, tant qu'on veut. Moi aussi, je pense, de toute façon, tant qu'on est dans le règne de la technique, il faut observer la technique. La technique, aujourd'hui, peut largement rogner une partie du travail comme lien humain. Donc, ça veut dire qu'il faut en faire d'autres. Aujourd'hui, faire bosser un individu en dehors des professions d'aide à la personne, 80 heures par semaine est inutile. Inutile. Les sciences cognitives nous le disent, la technique nous le dit, inutile. Donc, si tu veux, les gens vont devoir trouver un autre sens à leur vie. Donc, soit on va les abrutir, c'est bien avancé. Donc là, on est encore dans la quantité, soit on leur offre un mode de vie alternatif, ça, je suis tout à fait d'accord. Qualitatif. Mais ce n'est pas une renonciation à la puissance et je pense que toute la pensée alternative, brillante d'ailleurs, qui se fait autour de la collapsologie, de l'écologie, de ces 100 000 Français qui quittent le système économique par an pour aller faire de la permaculture, faire de l'économie sociale et solidaire, faire de l'économie circulaire, oui, il y a quelque chose à aller chercher là-dedans. Moi, c'est ce qui me différencie de la droite. Je ne crois pas qu'on ira... Moi, je pense que le règne de la quantité aujourd'hui et le libéralisme qui en réalité le sous-tend idéologiquement, fait des dégâts anthropologiques supérieurs à la totalité de ses bienfaits. Supérieurs à la totalité de ses bienfaits. Mais faire mieux, évidemment, mais on ne fuira pas, tu vois, on ne fuira pas dans un nain politique hédoniste. Tu vois, c'est ça le vrai sujet. Tu vois, je pense que c'est un des points aveugles de ce qu'on pense aujourd'hui. Plus on voudra, à juste titre, sortir d'une économie internationalisée, d'une économie de la quantité pour avoir une économie relocalisée et une économie de la qualité et de la frugalité, plus il faudra se poser la question du seuil minimum incompressible de crédibilité de notre dissuasion. On ne peut pas faire l'impasse là-dessus et on ne peut pas non plus abandonner toute ambition d'influer sur le sort du monde. C'est absolument fondamental. Enfin, nous devons aussi non pas faire des guerres humanitaires, mais être aussi un signal possible, être le phare en quelque sorte de l'indépendance des nations. Ça, c'est ce qu'avait quand même parfaitement compris le général de Gaulle, aussi bien dans son discours de Phnom Penh de 1967, si je ne me trompe, son discours au Québec, etc. Donc, mais ça, il faut le faire avec un minimum de moyens militaires que nous n'avons absolument plus, et aussi avec, je pense, une armée populaire à la Suisse, pour le coup.
Oui, non, entièrement d'accord. C'est la dialectique que résume magnifiquement mon petit frère adoré Idriss Aberkan, quand il parle de la dialectique, il reprend l'exemple d'Alexandrie. Et il résume la dialectique d'Alexandrie, de la dialectique du fort et du fort, fortification, du fort et du phare. Tu vois? Et, et si tu veux, aujourd'hui, on ne veut, et ça c'est l'épuisement, la notion d'épuisement, j'espère bientôt faire une vidéo là-dessus avec Marie-Estelle Dupont, il y a une catastrophe de l'épuisement de l'imaginaire des hommes en Europe. Parce qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas du fort, ils ne veulent pas du phare. Ils veulent rien. Avant tout, ils veulent rien. Et le rien tue plus qu'une balle. On s'en rend pas compte. Tu vois? Et aujourd'hui, ça se voit. Ça se voit dans des dégâts anthropologiques peut-être définitifs sur certaines populations. Et je pense qu'on n'a pas encore vu la totalité de la nocivité du système dans lequel nous sommes, et que penser les alternatives plus que jamais, c'est là où j'en veux à une partie de gens qui veulent continuer des courbes qui nous envoient dans le mur, mais ne jamais oublier que ce n'est pas parce que nous allons casser les courbes qu'on va casser la nature politique de l'homme, avec toutes ses noblesses et toutes ses limites. Tu vois, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'en parjurant des pensées comme celle de Nietzsche, on va dans une sorte de fuite vers l'impolitique et vers l'imaginaire, de tous côtés. Côté identitaire avec c'est nous les derniers Européens, côté nietzschéisme de gauche en disant nous sommes des hommes totalement affranchis de tous les liens, nous sommes des monades hédonistes et libertaires, et de l'autre côté le scientisme dégénéré qui peut te donner au pire un Laurent Alexandre. Mais c'est déjà suffisamment grave comme type humain, tu vois. Et malheureusement, j'ai peur que aujourd'hui, par le fait de se prendre au jeu de la surhumanité, on oublie que oui, nous devons nous transcender et que le temps nous est compté pour le faire. Mais transcender si tu veux, dans un moule qui est le moule humain, qui est le moule politique, etc. Et tu vois, j'ai peur qu'on finisse par flâner, et de manière farcesque, rappelle-toi Marx, d'abord la tragédie puis la farce, avec un nouvel homme nouveau qui est en train de se dessiner sous nos yeux, tu vois, mais qui est en réalité le visage technologisé du devenir médiocre du monde. Tu vois, moi, ma grande peur, c'est ça, et malheureusement, je le vois chez moi, tu vois. À la rigueur, je le verrai que chez les autres. Mais maintenant, à cause, entre autres, de ce nietzschéisme de droite masturbatoire, je le vois même chez les miens, ça. Et je ne sais pas si on terminera là-dessus, ton sentiment. Est-ce que j'ai peur pour rien? J'espère. Oui, c'est la grande question du désenchantement. Nietzsche l'attribuait au christianisme, peut-être au christianisme devenu institutionnel de son époque, mais au-delà de la question du christianisme, alors ce qu'explique Nietzsche, c'est que à partir du moment où nous avons cessé de croire en Dieu, nous avons cessé de penser que nous devions ne pas faire honte à Dieu. Et que finalement, ayant cessé de croire en Dieu, on a cessé d'avoir des exigences vis-à-vis de nous-mêmes. Et Nietzsche n'est pas croyant, mais il dit le drame de la mort de Dieu, c'est que finalement, nous n'avons,
nous n'avons plus exigé de nous-mêmes une certaine hauteur, une certaine élévation. Et donc, c'est devenu un drame, cette fin de la croyance en Dieu, puisqu'au fond, nous nous sommes horizontalisés. Et ça, effectivement, c'est un problème. Je pense que la question de la verticalité est fondamentale. La limite de Nietzsche, c'est qu'il défend la valeur des aristocraties de l'art, et il se trompe à beaucoup d'égards sur les aristocraties du politique, puisque moi j'admire beaucoup Napoléon, mais ce n'est pas une solution politique. Voilà, c'est pour ça que ça n'a pas duré très longtemps. Nietzsche a raison, bien entendu, de voir la grande valeur de figures littéraires comme Stendhal, de figures de musiciens, etc. Par contre, ce que ne voit pas Nietzsche dans les formes possibles de verticalité, eh bien, ce qu'il ne voit pas, c'est, je dirais, des formes qui comportent un certain altruisme. Et là, je pense, non pas à un altruisme niais, mais au républicanisme civique, c'est-à-dire la capacité d'exemplarité. Je pense tout simplement, pour résumer ça, à la devise du général Joubert, hein, non pas le penseur, mais tout simplement le général mort à la bataille de Neuvy en 1799, qui disait « Si j'avance, suivez-moi, si je meurs, vengez-moi, si je recule, tuez-moi. » Eh bien, ça va faire un superbe mot de la fin. Merci Pierre-Yves. Merci à toi surtout, et je rappelle ton livre, le Nietzsche et l'Europe, chez Perspective Libre. À très vite, et encore merci Pierre, et on te retrouve en 2022 dans beaucoup de programmes du Cercle Aristote. À très bientôt. Chers camarades, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.